Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaïl Marguerite, a adressé ses félicitations et bénédictions pour le peuple djiboutien à l'avènement du mois béni du Ramadan. Toujours dans l'actualité nationale, cérémonie de lancement des activités génératrices de revenus à la cité Nassib. Et dans l'actualité internationale, l'aide humanitaire reste cruciale pour des millions d'Ukrainiens. C'était les titres. Bonsoir et Ramadan Moubarak. À l'instar des pays musulmans, la République de Djibouti entre dans la période du Ramadan 2022, dont la journée va commencer demain, samedi 2 avril 2022. L'annonce du Ramadan a été faite officiellement par les membres du Haut Conseil islamique à 19 h en direct dans le journal télévisé. Comme à l'accoutume, le président de la République, son Excellence Ismaïl Marguerite, a adressé son traditionnel message de vœux à la population et aux musulmans à l'occasion du mois béni du Ramadan. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتوجه إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. À l'occasion du mois béni du Ramadan de l'an 1434 Hijr, correspondant à 2022, le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a adressé ses sincères félicitations et bénédictions à tout le peuple djiboutien et à la nation de l'islam, en soulignant la grande importance de ce mois au cours duquel Dieu a révélé le noble Coran. Le chef de l'État a noté qu'en ce mois, une bonne nuit qui est meilleure que 1000 mois, soit 83 années et 4 mois, à savoir la nuit du destin, et il a appelé pour profiter de son temps, souhaitant que Dieu Tout-Puissant nous aide à jeûner et à passer ces nuits parfois et par anticipation. Le mois sacré du Ramadan, une grande opportunité annuelle de se débarrasser des péchés et de le débarrasser du défaut et du culte et de gagner un grand salaire qui rend l'individu musulman pour ce qu'il a manqué des bonnes actions du reste des mois, a affirmé le président Guelleh. D'autre part, le président de la République a appelé à la consolidation des valeurs de solidarité et de cohésion et à la diffusion de l'esprit de fraternité, de tolérance et au renforcement de l'unité et de l'intégration, au respect des enseignements de notre religion en suivant les conseils de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parlant des efforts déployés pour lutter contre le Covid-19, il a expliqué que notre pays a réussi à affronter la pandémie. Nous sommes sur le point de revenir à la catastrophe de la vie. Malgré cela, nous appelons à continuer à faire preuve de prudence et à ne pas se précipiter vers l'abandon. Nous exprimons notre espoir que cette épidémie passera bientôt si Dieu le veut. Le président Guelleh a souligné que le mois béni du Ramadan arrive cette année à un moment où notre pays connaît de nombreuses transformations dans le cadre du processus national de travail pour le développement. Nous avons pu réaliser de nombreuses réalisations concrètes à différents niveaux et continuerons à mobiliser tous les efforts et outils pour atteindre tous les objectifs et cibles nationaux souhaités, a rappelé le chef de l'État. Enfin, à l'issue de son allocution, à l'occasion du mois béni du Ramadan, le président de la République a souhaité à Dieu Tout-Puissant de bénir notre pays et tous les pays islamiques de sécurité et de sûreté et nous permettre d'atteindre plus de prospérité. تقبل الله منا جميعا الصيام والقيامة وضاعف لنا الأجر والثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'était le message du vœu du président de la République à l'occasion du mois béni du Ramadan. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi dans le cadre des programmes et projets sociaux visant à améliorer les conditions des couches vulnérables de la société. Le Diwan Al-Zakar a organisé jeudi une cérémonie dédiée à la distribution de la 3e et 4e tranche du parrainage des orphelins de l'année 2021.
Cet événement parrainé par le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, a vu la participation notamment du représentant du président du conseil d'administration du Diwan, Cheikh Mohamed Abdi Saïd, le directeur général du Diwan al-Zakat, Suleiman Hussein Moussa, ainsi que des représentants des principaux parrains, des particuliers et d'entreprises. La journée de parrainage qui s'est déroulée au Palais du Peuple a permis à plus de 1160 orphelins issus de Djibouti-Ville et de la commune de Balbala, inscrits sur les listes des bénéficiaires, de recevoir la somme de 30 000 francs par individu. Rappelant que l'organisation Bienfaisance Diwan al-Zaka a été créée en 2005 et qu'elle n'a pas raté sa vocation d'être une fondation d'entraide et de solidarité envers les orphelins les plus nécessiteux du pays. Les familles bénéficiaires ont retiré leurs remerciements et ont salué sincèrement le concepteur Diwan al-Zaka, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Ismail Margueli, et les administrateurs de Diwan al-Zaka qui ont la charge de la collecte des dons consentis. Il y a noté que le Diwan al-Zaka a distribué durant la semaine dernière ses cotisations financières à près de 361 orphelins issus des différentes régions de l'intérieur. Le représentant du président du conseil d'administration, le Diwan al-Zaka, Cheikh Mahmoud Abdi Saïd, a souligné l'importance tangible du programme de parrainage d'orphelins. Il a évoqué dans une brève allocution qu'il a prononcé à cette occasion l'intérêt que l'islam attache à la prise en charge et à le soutien des orphelins afin qu'ils deviennent des bons éléments qui contribuent au développement de la société. Cheikh Mohamed Abdi Saïd a profité de cette opportunité pour exhorter les commerçants à participer massivement au programme de parrainage d'orphelins que le Diwan al-Zaka met en œuvre depuis l'année 2007. Eh bien, le directeur général du Diwan al-Zaka, Suleiman Hussein Moussa, a rappelé que la cérémonie de distribution du parrainage d'orphelins intervient quelques jours seulement après la distribution de la Zaka de l'année 2021. Il affirme dans son allocution que le président de la République, son Excellence Ismail Margueli, avait officiellement lancé le projet de parrainage d'orphelins en 2007 dans le cadre de ses efforts pour améliorer les conditions de vie de cette importante couche de notre société. Il a aussi exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au président de la République et au ministre des Affaires islamiques musulmanes pour le soutien inlassable afin que se suscitent des activités du Diwan al-Zaka, notamment en ce qui concerne les programmes de parrainage des orphelins. De son côté, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, a d'abord adressé ses vœux aux participants à l'occasion du mois béni du Ramadan, remerciant les parrains pour leur précieuse contribution au programme de parrainage d'orphelins. Nous nous réunissons aujourd'hui en cette cérémonie pour distribuer le 3e et 4e tranche de parrainage d'orphelins pour l'année 2021 au niveau de la capitale et je profite de cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements aux parrains, contributeurs et supporters de la continuité et du succès de ce programme caritatif, a affirmé le ministre. Ce programme social bénéficie du soutien indéfectible et de son encouragement au président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, alors que les œuvres caritatives s'inscrivent dans la vision sociale parrainée par le chef de l'État, dans la promotion et la compassion, l'harmonie entre les différentes couches de la société, a-t-il rappelé le ministre. Eh bien, nous restons toujours dans le domaine social, où cette fois-ci, c'est sous le patronage de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, l'Agence djiboutienne de développement social, en collaboration avec la Fondation IOG pour le logement, a organisé une cérémonie de lancement de quelques 53 activités génératrices de revenus à la cité Nassib. À son arrivée sur le lieu, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a été accueillie par folklorique et des chants. Cette cérémonie d'une importance capitale pour la lutte contre la pauvreté a réuni le directeur général de l'ADS, M. Mahdi Mohamed Jama, la directrice générale du CLE, Ouba Ahmed Melo, le directeur général de l'ANPH, Doua Al-Sirit, le responsable de l'unité de la microfinance islamique de l'ADS, M. Mohamed Ahmed Amin, les parlementaires issus de la commune de Balbala, respectivement, M. Suleiman et M. Abdelrahman, des hauts cadres du ministère des Affaires sociales et de l'ADS, ainsi que des représentants des familles issues de ces quartiers de la commune de Balbala, dont les bénéficiaires audit un projet. Ces quelques 53 activités génératrices de revenus lancées en grande pompe par la ministre, où 48 de ces activités ont été financées par l'unité de pilote de microfinance islamique de l'ADS et les 5 autres activités par le projet Forge du Centre Leadership et de l'entrepreneuriat clé. Rappelant que l'unité de la microfinance islamique et l'ADS a distribué un financement à la hauteur de quelques 300 millions de nos francs dans les communes de Balbala et de Boulaos.
Puis après, lors de son intervention, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la politique sociale tracée par le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, où je vous propose de l'écouter. J'aimerais commencer mes mots en remerciant vraiment très sincèrement la Fondation Droit au logement qui est dirigée par M. Mahmoud et présidée par le fondateur, donc son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Je les remercie parce que la politique sociale commence également par le logement décent. Et vraiment, cette cité Nassib est pour nous une expérience justement de lutte contre la pauvreté, qu'on peut appeler une lutte contre la pauvreté, une politique intégrée de lutte contre la pauvreté, puisque les personnes ici à Cité Nassib disposent non seulement d'un logement décent et à petite participation bien sûr, ils disposent également d'un accès à l'électricité, ils disposent également d'un accès à l'eau, en tout cas, et pour ceux qui également est à améliorer au niveau des services sociaux de base, sera amélioré, bi'iznillah. Et ils disposent également maintenant avec la politique également du gouvernement et la politique que nous menons au niveau du ministère des Affaires sociales, 150 familles de la cité Nassib vont bénéficier également de transferts monétaires à travers justement le projet Pitch, donc 150 ont été identifiés. Nous allons également entamer la procédure de leur transférer des fonds. Une grande partie, donc là je rejoins ce que M. Doualé avait dit, une grande partie ira, Inch'Allah, à des bénéficiaires à besoins spéciaux et handicap. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une cérémonie assez exceptionnelle puisqu'elle met le focus sur ce que nous voulons faire de la politique sociale. Nous ne voulons pas que la population soit éternellement assistée. Ce n'est pas de la dignité. Et pour cela, les activités génératrices de revenus, le commerce qui va se développer, l'entrepreneuriat qui va se développer, doit être un témoignage de succès, bi'iznillah, et je sais qu'il y aura un très bel accompagnement, non seulement de la DDS, mais également du Forge. Aujourd'hui, parmi les projets qui seront financés, 48 seront financés par la finance islamique, donc l'unité de finance islamique gérée par la DDS. C'est ce qu'on appelle la Murabaha, et beaucoup de nos concitoyens souhaitent également et surtout avoir cette spécificité de finance islamique, surtout que nous, à la veille du mois de Ramadan, Inch'Allah, cette finance islamique, on aimerait qu'elle se développe pour que tous puissent rentrer dans le moule de la finance islamique, bi'iznillah, et que Dieu également bénisse leur activité. Eh bien, à l'issue de la cérémonie, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, accompagnée des hauts officiels, sont rendus au marché de ce quartier pour visiter les 53 activités génératrices de revenus financées par l'unité de microfinance islamique de son institution. La ministre des Affaires sociales a félicité et encouragé à tous les bénéficiaires qui ont réussi à monter leur activité génératrice de revenus. Ces activités génératrices de revenus, a-t-elle dit, va contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti, M. Idriss Sultan, qui a présidé hier au centre clé la cérémonie de fin de formation de 10 jours. Cette formation était destinée pour les cadres statisticiens et démographes de l'Institut national de statistique de Djibouti. Lors de la cérémonie de clôture de cette formation, outre le directeur général, la cérémonie de fin de formation a vu la participation des cadres statisticiens et les démographes de l'Institut national de statistique de Djibouti. Cette formation a été axée sur les activités de préparation d'un certain recensement général de la population et de l'habitat qui aura lieu prochainement à Djibouti. Avec le bouleversement démographique majeur que connaît aujourd'hui le monde et dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l'importance des données précises, désagrégées à tous les niveaux et collectées en temps utile est plus que jamais crucial. C'est dans ce cadre que cette formation a été programmée pour les cadres statisticiens et démographes. Plusieurs partenaires onusiens participent aux côtés de l'INSD pour la réalisation de ce recensement. Ce constat partagé a valu au directeur général de l'INSD
s'engager dans la réalisation d'une base de données fiable concernant la population et l'habitat qui certes contribuera au développement économique et social de notre pays. C'est les outils qu'on utilise qui ont changé. Et ces outils, pourquoi on les utilise? Parce que ça améliore la qualité des données. Les images satellitaires, la géolocalisation, toutes ces informations-là sont très utiles pour s'assurer qu'on a une vue globale de tous les sites habités, de toutes les structures et les ménages du pays, sans double compte ni omission. Voilà un peu l'utilisation, pourquoi on s'appuie sur ces outils numériques pour faire aussi bien la cartographie, mais le dénombrement, le traitement de données. Donc ce recensement sera un recensement entièrement numérique pour du début jusqu'à la fin. Le directeur de l'INZ, M. Idriss Al-Sultan, a profité de l'occasion pour remercier cette organisation onusienne pour le soutien indéfectible fourni aux activités de son institution, notamment dans sa mission à la conception des travaux, collecte des données démographiques. Vous avez couvert un large éventail de sujets durant les 10 jours écoulés et la définition des concepts à l'organisation des travaux des terrains, en passant par la lecture des cartes aux méthodes de remplissage des fiches et des questionnaires. Ceci correspond à un apprentissage vraiment très important pour vous et pour l'Institut des statistiques. Je sais également que vous avez eu l'occasion de tester les applications de collecte des terrains pour constater le fonctionnement des organes informatiques, des programmes informatiques et apporter certaines corrections si c'est nécessaire. Je sais aussi qu'il y a eu des discussions intenses sur certaines questions, notamment sur la fiche ménage, et s'il faut ou pas adopter la même méthodologie que lors du dernier recensement. Mais il convient de noter d'internaliser les apports importants de nouvelles technologies dans la méthodologie adoptée dans ce troisième recensement général de la population. Donc le monde évolue. Le deuxième recensement général de la population qu'il y a eu en 2009 n'est pas le même que celui d'aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Donc il y a beaucoup d'outils, de nouveaux outils qui vont être associés à ce recensement, au troisième recensement général de la population. Mesdames et messieurs, distingués participants, permettez-moi de terminer en disant que vous avez tous travaillé dur, mais en fait, le vrai travail ne commence que maintenant. C'est le début de nos efforts concertés pour travailler à la réussite de notre troisième recensement général de la population, car notre pays a besoin de données qui seront collectées par vous pour prendre les meilleures décisions et pour la bonne planification du développement économique avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers. Comme cela a été dit lors de la cérémonie d'ouverture, le succès de la phase collecte des données est fortement conditionné par la qualité des travaux cartographiques pilotes, celles que vous avez participé. Et c'est vous qui en êtes les garants. Donc cela veut dire, mesdames et messieurs, que le travail que nous sommes en train de faire, la formation qui a eu lieu ici au niveau de la cartographie pilote, constitue un travail pilote. Ça veut dire que c'est un test en miniature du recensement général de la population. Eh bien, la direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat a mené mercredi dernier une campagne de contrôle des constructions dans les différentes zones de la capitale, notamment le lotissement du Saline Ouest. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires de mise en valeur, notamment l'arrêt du 4 avril 2015 relatif à la procédure d'instruction et de délivrance du permis de construire. Il s'agit là avant tout d'une sensibilisation de nos concitoyens sur l'intérêt et l'importance du respect des règles pour leur sécurité physique et en ce vue de prévenir tout risque d'accident et d'effondrement. En cas de persistance non-respect des textes légaux réglementaires en vigueur dans notre pays, les services de la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et de l'habitat se verront dans l'obligation d'entreprendre des mesures répressives à l'encontre de tout contrevenant. Par ailleurs, toutes les constructions illégales sont purement et simplement démolies. Enfin, la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et de l'habitat reste à la disposition de ses concitoyens pour toute information complémentaire. Train de mener un contrôle des travaux de construction, comme d'habitude dans le cadre des missions dévolues au ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Vous voyez, nous sommes dans le lotissement Saline Ouest. D'abord, il s'agit de vérifier
si les travaux en cours disposent des autorisations ou non. Deux cas de figure se présentent. Dans le premier cas de figure, nous avons des travaux qui sont entrepris sans autorisation. Dans ce cas, nous sensibilisons nos concitoyens pour la régularisation administrative et sur l'intérêt, mais aussi l'importance du respect des règles pour leur sécurité physique en vue de prévenir tout risque d'accident ou d'effondrement. En cas de persistance du non-respect des textes légaux et réglementaires en vigueur dans notre pays, nous nous verrons dans l'obligation d'entreprendre des mesures répressives à l'encontre de tout contrevenant, et ce, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans notre pays. Le deuxième cas de figure, où nous avons des travaux disposant de permis de construire. Dans ce cas, nous contrôlons, d'une part, si les projets en cours sont conformes aux projets autorisés dans le cadre des dits permis. D'autre part, nous contrôlons si le ferraillage exécuté sur le terrain est conforme ou non au plan de ferraillage approuvé par notre département, en vue d'autoriser ou non le coulage de béton, et ce, aux différentes étapes des travaux de gros œuvres. Par ailleurs, nous rappelons aux titulaires de permis de construire d'apposer une pancarte du chantier de dimension 80 par 60 cm, mentionnant toutes les références de l'autorisation accordée. Santé à présent, où dans le cadre de la stratégie accélérée de la vaccination anti-Covid-19, les équipes mobiles du département de la santé se sont rendues selon un planning préétabli dans la commune de Balbala, et notamment à Balbala 11, pour effectuer des activités d'immunisation de la population. Rappelons que ces activités mobiles lancées par le ministre de la Santé et le ministère en septembre dernier a pour objectif d'intensifier la sensibilisation et la vaccination en s'appuyant sur une approche communautaire afin d'obtenir l'adhésion massive de la population. Pour rappel, ces vaccinobus sillonnent tous les quartiers de la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur pour vacciner le plus grand nombre et le plus rapidement possible. On reste toujours dans le domaine de la santé où le président du conseil régional, Elmebouh Goudadé, a présidé le lancement de l'atelier de formation d'épidémologistes de terrain qui s'est tenu à l'hôtel Sunhill d'Arta. Cet atelier a vu la participation du directeur général de l'Institut de santé publique, Dr Hussein Youssouf Dalal, ainsi que les hauts cadres du département de la santé. Pour rappel, une première cohorte de 24 épidémiologistes ont déjà bénéficié de cette formation durant plusieurs mois. Ces futurs épidémiologues de terrain seront formés, outillés pour contribuer à l'amélioration et à la détection de la notification des rétroactions des maladies en République de Djibouti. Cette importante formation s'est concrétisée avec le concours précieux de plusieurs partenaires tels que le réseau africain épidémiologie de terrain, l'AFNED, l'IGAD, l'OMS et ainsi que le CDC d'Atlanta, qui est le centre de prévention et de contrôle des maladies basé aux États-Unis. Vous avez deux formateurs qui sont présents à mes côtés et c'est une formation deuxième cohorte qui va durer pendant une période de 3 mois. Les étudiants, les résidents vont faire une formation de 5 jours sur le terrain, puis vont aller 5 semaines de pratique. Donc 5 jours au niveau local, au niveau d'atelier et 5 semaines de pratique sur le terrain. Et d'arrache-pied, cette formation va se résoudre, va se finir par un diplôme de type frontline. Direction le Nord, où le CNMH de Tadjoura a procédé dimanche dernier au lancement de la seconde phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'était les premières heures que la campagne de vaccination a commencé conformément aux directives du ministère de la Santé et du ministre, Dr Ahmed Roble. Les équipes constituées des agents de santé et autres bénévoles formés dans les différents quartiers de la ville, faisant du porte-à-porte dans le chef-lieu et dans les locaux reculés jusqu'au fin fond du mont Moussa Ali ou de Mabla, afin de vacciner les enfants recensés et âgés de 0 à 5 ans. On reste toujours dans le Nord où le ministère du Commerce et du Tourisme entame une tournée dans les régions de l'intérieur.
dans le cadre de la promotion du tourisme en République de Djibouti. Afin de poursuivre le travail sur le terrain, la délégation conduite par le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme ont visité le siège de l'artisanat de l'association des femmes de Tadjoura. Accueillie par la présidente de l'association des femmes Tadjoura, Hasna Hassan Ali, la délégation a pu constater le mécanisme et la perfection de nos braves femmes. Le cuir, le bois, le perle ou le céramique conçu de bases d'artisanat essentiel conçu pour les femmes, ces activités génératrices de revenus, un fonds de commerce pour les mères subvenant aux besoins de leur famille. Ensuite, la délégation du ministère du Commerce et du Tourisme sont rendus au Gadile Palm Village. Situé au bord de la mer, ce projet immobilier, un éclat de la domaine d'investissement de notre pays, constitué d'une trentaine de villas cousues supplombant une superbe corniche, bordure mer, jouissant d'une vue implacable sur le golfe de Tadjoura. Ce projet immobilier initié par le jeune entrepreneur de la région de Tadjoura s'est lancé en 2 volets économiques à la construction de l'hôtel classique ainsi que ceux de travaux. Ensuite, le secrétaire général et sa délégation se sont rendus au site touristique de Louantale, un village, l'un des endroits paradisiaques, un lieu de tente gérant Loubak, et sera inauguré dans les prochains mois. Tadjoura possède plusieurs sites touristiques tels que le site Boli. Soubla, la délégation en tournée a également visité les sites touristiques situés dans la route reliant Balho ou Tadjoura. Ce site a un avantage pour le développement économique. Et dans la page nécrologie, pour clore l'actualité nationale, c'est avec un gros douleur que nous avons appris le décès de Mohamed Ali Chidon, né en 1930. Il a travaillé au chemin de fer, puis a été conseiller à l'Assemblée nationale avant de devenir ministre de la fonction publique avant l'indépendance. Le défunt a travaillé à l'ONEAD, ancien ONEAD plutôt. Il laisse derrière lui 6 enfants, 29 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, dans le plus grand centre humanitaire d'Odessa, les bénévoles n'accueillent pas des réfugiés, mais leur fournissant une aide précieuse, médicaments, vêtements, nourriture. Les jeunes volontaires recensent les besoins, triant les dents et les acheminent. Les manières à participer à l'effort de guerre et à la reconstruction du pays. Eh bien, à l'occasion du mois béni du Ramadan, je vous souhaite Ramadan Moubarak à toutes et à tous. Le programme continue sur Télé Djibouti.